Bonjour à tous, bienvenue dans votre 13h. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce début de semaine. Voici les titres de ce lundi 27 avril. Qui est Cole Thomas Allen? Cet informaticien de 32 ans, auteur présumé des coups de feu lors du gala de la presse à Washington. Il comparaît devant la justice aujourd'hui. Les tout derniers éléments de l'enquête dans ce journal. Le prix du kérosène flambe et des conséquences immédiates sur les billets d'avion. Certains vols sont d'ores et déjà reportés ou annulés. On vous dit lesquels. Voulez-vous vous débarrasser de votre vieille voiture? Attention aux faux épavistes, ces arnaques qui vous promettent un rachat rapide, mais qui peuvent vous coûter cher. C'est l'enquête de votre 13h. Et puis c'est une petite révolution sur l'étiquette de vos pots de miel. Les pays de récolte devront être beaucoup plus clairement indiqués. Objectif, lutter contre la fraude. Enfin, dans votre 13h, découverte direction l'ouest américain. On vous emmène dans un décor de western grandeur nature. C'est le Bryce Canyon au sud de l'Utah. Mais d'abord, c'est une image pas banale et très symbolique devant l'école maternelle de Breil-sur-Roya, dans les Alpes-Maritimes. Le maire et ses élus ont fait leur rentrée ce matin, cartable et doudou à la main, un geste fort pour dénoncer la fermeture d'une classe, car derrière cette décision, c'est toute la vie du village qui peut vaciller. Didier Brignant et Raymond Chaplard. Devant l'école maternelle de Breil-sur-Roya, c'est une rentrée insolite, avec de bien curieux élèves. Les écoliers ont bien leur cartable et leur goûter. Je suis un petit peu stressé, mais j'ai amené mon doudou pour me rassurer. Pour protester contre la fermeture d'une classe à la rentrée prochaine, les élus et les parents d'élèves se sont inscrits en moyenne section de maternelle. Si on commence à fermer des classes, on va avoir des gens qui vont partir parce qu'ils ne pourront pas avoir leurs enfants dans des classes et puis ça va tout entraîner. C'est tout un village sur qui ça se répercute, c'est des postes en moins, c'est des familles qui vont se retrouver en difficulté, c'est des classes trop surchargées. Nos enfants ont besoin d'évoluer dans des petites structures, on a choisi de venir ici. Contacté, le rectorat réfute une fermeture de classe et annonce un simple redéploiement de postes dans la vallée de la Roya. La situation semble bloquée. On en est réduit à ces actions par l'absurde pour appeler le ministre de l'Éducation nationale à faire en sorte que son administration tienne ses promesses et annule cette décision de fermeture de classe à la rentrée prochaine. Inscrits en moyenne section de maternelle, les élèves entrent en classe accueillis par la directrice de l'école. C'est très spécial. Au programme ce matin, on va faire une séance de vocabulaire suivie d'une séance de littérature. Ça, c'est nager. Et si on est là en parents, grands-parents, à défendre cette cause, cette action voulue par notre maire est très très symbolique et je pense qu'elle va marquer. Avec cette action, Breil-sur-Roya espère maintenant un geste du ministre de l'Éducation nationale. À la une de l'actualité également, la spectaculaire attaque en marge du gala de la presse à Washington. Et après le choc, les États-Unis s'interrogent. Y a-t-il des failles dans la sécurité du président, déjà victime de 2 tentatives d'assassinat? Retour sur cette nuit de panique avec Stéphanie Pérez, Camille Wormser et Justine Le Pourrier. 20 secondes, c'est ce qu'il a fallu aux membres du Secret Service pour évacuer Donald Trump. Le dispositif de protection était-il au niveau de cet événement présidentiel? Il y avait dans la salle samedi soir de nombreux hommes en noir chargés de la sécurité du président et des membres de son cabinet. On les a vus exfiltrer les personnalités, armes à la main, œil aux aguets. Ici, le secrétaire à la Défense, Pete Hegseth. Aucun blessé parmi les convives, le tireur a été neutralisé avant d'atteindre le gala. Pour le ministre de la Justice, présent lui aussi, c'est l'essentiel. On va tirer les leçons de ce qui s'est passé, mais le Secret Service a fait son boulot samedi soir. Mais de l'avis de cet ancien responsable de la sécurité des hautes personnalités françaises, le temps de réaction des officiers de Donald Trump pose question. Car les images sont flagrantes. Alors là, il y a évacuation par le Secret Service du vice-président. Ce qui m'interpelle, moi, c'est qu'on évacue le vice-président avant le président. À mon avis, c'est plutôt ça qui pose problème. C'est que ceux qui protègent le vice-président, c'est plus rapide. Voilà, c'est plus rapide. Hier soir, Donald Trump a affirmé que c'est lui qui a ralenti son exfiltration. Il voulait, dit-il, savoir ce qui se passait. Autre point essentiel de l'enquête, la présence de l'assaillant dans l'hôtel avant le début du gala. Comment a-t-il pu introduire ses armes, dont ce fusil ? Comment a-t-il pu parvenir jusqu'au point de contrôle qu'il a tenté de forcer ?
comme on le voit sur les images de vidéosurveillance. Selon les invités, il n'y avait pas d'autre portique de sécurité que cela, situé juste avant d'accéder à la salle. La Maison-Blanche devrait convoquer prochainement une réunion sur les protocoles de la sécurité présidentielle. Cole Thomas Allen, c'est donc le nom du suspect au cœur de l'enquête. L'homme doit comparaître aujourd'hui devant la justice à Washington. Alors que sait-on sur son profil et sur ses intentions? Le point avec Justine Wild et Chloé Hansens. À voir le parcours de ce Californien, rien ne le prédestinait à commettre une fusillade. Élève brillant, Cole Thomas Allen, 31 ans, est ingénieur et professeur apprécié de ses élèves. Mais devant la presse depuis hier, le président, lui, décrit un tout autre profil. Il a traversé des moments difficiles. D'après ce qu'il a écrit, son frère s'est plaint de lui et je crois qu'il l'a dénoncé à la police. Sa sœur a fait pareil, sa famille était très inquiète. C'était probablement un homme assez malade. Car selon les médias américains, quelques minutes avant son passage à l'acte, le suspect envoie un manifeste assez proche dans lequel figurent des revendications politiques. Je ressens de la rage quand je pense à tout ce que cette administration a fait. Si j'avais pu trouver une autre solution pour en arriver là, je l'aurais fait. Cole Thomas Allen fait allusion, entre autres, à la politique anti-immigration de Donald Trump et à l'affaire Epstein. Dans la banlieue sud de Los Angeles, l'enquête se poursuit autour du domicile du suspect où il vivait avec ses parents. Le FBI interroge le voisinage sur la personnalité de Cole Thomas Allen, a priori très réservé. Je peux pas vous dire grand-chose, je le vois juste aller et venir. J'imagine qu'il va au travail ou à l'école. Je suis ami avec son père et ses parents sont des gens très paisibles, des gens très bien. L'homme doit être présenté à un juge fédéral à Washington dans la journée. Et dans le reste de l'actualité à l'étranger, 59e jour de guerre au Moyen-Orient. Et c'est le bilan quotidien le plus lourd depuis le début du cessez-le-feu au Liban. 14 personnes sont mortes hier dans des frappes israéliennes au sud du pays. Conséquence du conflit, le prix du kérosène qui continue de grimper et qui se répercute sur les tarifs des billets d'avion. Certaines compagnies ont décidé de réduire la voilure et annoncent d'ores et déjà l'annulation ou le report de plusieurs vols. Camille Jade, Morgane Bouvier et Lara Péquez. Des vols reportés, voire annulés. À cause de la guerre au Moyen-Orient et des tensions sur le carburant, certains voyageurs doivent revoir leurs plans. C'est le cas de Christelle Guillaume et ses amis pour leur semaine de vacances à Marrakech, dont le vol retour, prévu le 9 mai, a été reprogrammé le 7. Plutôt que de faire une croix sur 2 jours de vacances, l'enseignante a préféré racheter d'autres billets plus chers à 560 € avec une autre compagnie. J'étais furieuse et j'étais très très énervée de cette situation. On attend un remboursement de 430 € et j'ai dû refinancer le nouveau retour à 560, en plus de la perte financière, un moment de stress intense. Et elle est loin d'être la seule. Sur les réseaux sociaux, d'autres voyageurs témoignent. Notre vol du 2 juin pour Bari est annulé. Départ le 6 mai, annulé hier. Des vols supprimés par Transavia ou encore Volotea qui deviennent moins rentables à cause de la hausse du prix du kérosène. À l'aéroport d'Orly ce matin, les voyageurs craignent ce genre de déconvenue. Subi, de toute façon, t'as pas le choix. Il a annulé, tu te débrouilles pour repartir. Moi, j'habite en Normandie, donc si Transavia annule le vol, ça veut dire que mon train, il va falloir aussi que je modifie, donc ça va être pour moi en effet un gros problème. Des reports qui concernent surtout les compagnies low cost. Le carburant est leur premier poste de dépense devant les salaires. Les compagnies low cost encore plus, parce que historiquement, pour ces compagnies-là, le coût du kérosène, c'est déjà le premier poste d'exploitation devant la masse salariale, alors que pour des compagnies traditionnelles, eh bien, la masse salariale pouvait passer devant le kérosène. Selon le spécialiste, les vols en mai et juin sont plus concernés car moins rentables pour les compagnies que les vols au cœur de l'été. Cellules surpeuplées, matelas au sol et cafards en nombre, la situation dans les prisons françaises est jugée intenable. Les syndicats de surveillants appellent au blocage des établissements un peu partout dans le pays aujourd'hui pour dénoncer le manque de moyens. Adrien Cadorel et Camille Cézot. Derrière ce barrage de fortune bloquant l'accès à la prison de Rodez,
Plusieurs dizaines de surveillants mobilisés, inquiets de leurs conditions de travail. Il nous manque 4000 postes au niveau national et l'administration pénitentiaire ne répond pas à nos attentes. Avec le taux de surpopulation carcérale qu'on a en France, c'est juste insupportable. Selon les derniers chiffres, 87 126 personnes sont détenues en France alors que 63 500 places sont disponibles, soit un taux de surpopulation de plus de 137%. Au-delà du manque de moyens, les surveillants se disent préoccupés par les conditions de détention. On a une capacité prévue dans l'établissement de 680 places. Aujourd'hui, on a dépassé les 1280 détenus, donc une surpopulation pénale qui arrive à pratiquement à 180%. On a plus de 300 matelas au sol. Des conditions de détention jugées indignes par la contrôleuse des lieux de privation de liberté. Ce sont des conditions de vie épouvantables. Je ne pense pas que dans le code pénal, ce soit écrit la punition pour vol, pour violence, sera un châtiment corporel comprenant d'être attaqué par des bestioles nuisibles qui vous filent des maladies ou mordu par des rats. Le gouvernement assure prévoir un projet de loi visant à lutter contre la surpopulation carcérale, sans qu'aucun calendrier n'ait été fixé à ce stade. On en vient à cette bataille à couteau tiré autour de Master Poulet, une enseigne de restauration rapide qui casse les prix et connaît un grand succès. Mais à Saint-Ouen, en Seine-Saint-Denis, elle déclenche la colère des élus. Un bras de fer s'est engagé entre le maire et le restaurant, accusé de promouvoir la malbouffe. Sophie Brune, Gaëlle Daringos et Guillaume Marc. Ce matin, dans le centre de Saint-Ouen, une petite queue se forme devant cette nouvelle enseigne très bien placée à la sortie du métro. Master Poulet propose du poulet grillé pas cher. Exemple, le pilon à 1 €. C'est l'une des principales raisons de son succès. C'est très bon, c'est vraiment pas cher et en tant qu'étudiant, je viens souvent ici. C'est enfin un moyen pour plein de jeunes ici dans la ville ou même pour plein de gens de pouvoir enfin manger entre guillemets pas très cher. Ouais, c'est 3,50 € la barquette de pâtes. Master Poulet s'est installé à Saint-Ouen contre la volonté de la municipalité. Le maire de Saint-Ouen s'oppose à ce commerce qui n'aurait pas respecté les règles d'ouverture et créerait trop de nuisances pour les copropriétaires. La municipalité avait fait installer ces blocs de béton, mais la justice lui a ordonné de les retirer. Depuis, d'énormes pots de fleurs ont pris la place. L'enseigne réplique avec ses panneaux à l'encontre du maire. L'installation du commerce divise les habitants. Je trouve ça assez déplorable. Alors qu'il y ait un bras de fer, je le comprends parce que y a des règles à respecter. Je trouve que cette entrave à la liberté d'entreprendre est excessive et c'est pour ça que je viens en soutien de ces entrepreneurs. Pour la mairie, c'est aussi une question de santé publique. Il s'agit de lutter contre la malbouffe. On lutte contre toute cette prolifération de fast-food. L'offre de commerce est néanmoins diversifiée. Du poulet, vous en avez sous toutes ses formes sur toutes les avenues de la ville. L'idée, c'est aussi de limiter ça. On œuvre en faveur d'aliments de qualité pour toutes et tous, qu'on soit du plus aisé au plus précaire. Les deux parties envisagent de nouvelles suites judiciaires. C'est la dernière entreprise française de pâte à papier qui joue son avenir. Fibre Excellence échappe pour l'instant à la liquidation judiciaire et obtient un sursis de 6 semaines pour ses sites de Saint-Gaudens et de Tarascon. Un espoir pour les 670 salariés, mais qui reste très inquiet. Et derrière, une question clé, celle de notre souveraineté industrielle. Marie-Candice Delouvrier, Lucie Berbet et David Brace. Une usine à l'arrêt depuis 3 jours, avec derrière elle 700 salariés qui retiennent leur souffle. L'entreprise Fibre Excellence produit 30% de la pâte à papier en France. Placé en redressement judiciaire, le tribunal de commerce lui a donné ce matin un sursis très attendu par les salariés. Ça donne peut-être une nouvelle chance de trouver une sortie à la crise. De l'espoir que l'activité continue, qu'on puisse redémarrer bientôt. À Tarascon, dans les Bouches-du-Rhône, l'autre site du groupe qui emploie 350 salariés, difficile ce matin de parler de soulagement. C'est un petit peu l'angoisse. On ne sait pas où on va, on ne sait rien. Le temps, il est quand même compté. La situation financière, elle est catastrophique. Donc, on verra par la suite comment ça se passe. Depuis 6 mois, l'entreprise est en grande difficulté, touchée par la hausse du prix du bois et un ralentissement du marché.
Les représentants des salariés espèrent de nouveaux investissements pour produire ici une nouvelle pâte à papier utilisée dans les produits d'hygiène. On a un projet franco-français avec un produit français, et ce que prône l'État depuis des années quand même. Donc aujourd'hui, voilà, notre projet, on sait qu'il est viable, qu'il est solide, il est chiffré. Donc voilà, on va le porter au plus haut de l'État. Derrière Fibre Excellence, c'est toute une région ici, le Comminges, qui tremble. Des milliers d'emplois indirects pourraient disparaître. Ce serait bien que ça continue, évidemment, pour Saint-Gaudens, pour les emplois. Mais je pense que c'est quelque chose qui est très, très, très important. Quand on discute avec les commerçants disent qu'ils sont très inquiets. Les salariés demandent à présent le soutien de l'État, notamment 20 millions d'euros pour permettre à l'usine de redémarrer d'ici le 17 juin, date fixée par la justice pour réexaminer le sort de l'entreprise. Vous en mettez peut-être sur vos tartines ou dans vos tisanes, mais savez-vous d'où vient vraiment le miel que vous consommez? Dans quelques semaines, tous les pots devront détailler plus précisément les pays de récolte. Objectif, lutter contre la fraude. Les explications de Mathilde Gracia, Françoise Vallet et Sylvain Giaume. Dans les supermarchés, difficile de bien comprendre l'origine du miel. De nombreux pots sont des mélanges issus de plusieurs pays, comme celui-ci, Ukraine, Espagne, Argentine. Mais dans quelle proportion? À partir de mi-juin, ces pourcentages devront apparaître clairement sur l'étiquette. Une précision bienvenue pour ses clients. Et ça permet plus de transparence sur les produits. Selon les pays, il y a différentes législations et différents taux plus ou moins acceptés de pesticides, etc. Quand on n'a pas la composition, on ne peut pas savoir. Donc moi, je ne me fie qu'à la composition. Ça va m'aider, voilà. Je pense que c'est bien de pouvoir éclairer en fait le consommateur sur ce qu'il achète. Et je pense aussi que, comme le fait maison, c'est important de dire est-ce qu'il s'agit vraiment de miel ou pas de miel. Une réglementation qui vise principalement les miels importés, parfois frauduleux, allongés avec du sucre par exemple, pour limiter les coûts de fabrication. Pour la filière apicole, mieux afficher l'origine du miel, c'est surtout un bon moyen de favoriser la production française. Nous sommes effectivement, nous, apiculteurs français, confrontés à des miels qui arrivent de l'étranger où la main-d'œuvre est à des prix très très bas. Et là, nous avons enfin un outil d'étiquetage qui permet de bien informer le consommateur et de défendre la production nationale, la production des apiculteurs français. Cette nouvelle règle sera obligatoire dans les rayons à partir du 14 juin prochain, le temps pour les fabricants d'écouler les anciennes étiquettes. C'est une bonne nouvelle pour tous les utilisateurs d'ordinateurs portables. La galère des chargeurs, c'est terminé. Depuis hier, tous les ordinateurs vendus en France doivent être équipés d'une même prise USB universelle pour les recharger. C'était déjà le cas pour les smartphones. Bintou Sidibé, Ziden Berkous et Thomas Donzel. Des câbles entremêlés et un casse-tête, retrouvez le bon chargeur pour votre ordinateur portable. Tout cela, c'est bientôt fini. Depuis hier, les appareils vendus en France doivent être équipés d'un port de charge universel USB-C. De quoi faciliter la vie de ses consommateurs. On change d'équipement tous les 2-3 ans, donc on finit par avoir tout un tas de choses avec parfois les embouts qui ne vont plus. Un chargeur pour tous, c'est pratique. Et puis, c'est moins compliqué. Toute la famille peut charger son téléphone, dont les ordinateurs maintenant on peut le faire. Même si certains ont leur petite astuce. J'ai des enfants, des petits-enfants et tout. Et j'ai acheté un chargeur avec 3 connectiques différentes pour les téléphones notamment. C'est une directive européenne qui impose un seul et même port de charge pour tous les appareils électroniques, quelle que soit la marque. Et ça ne s'arrête pas aux ordinateurs. Par exemple, des écouteurs sans fil comme ça. Vous avez aussi des petites batteries externes pour les téléphones portables. Là, c'est de l'appareil électroménager. Vous voyez, il y a une batterie dedans. Vous pourrez le recharger aussi en USB-C. À la clé, des économies pour les clients, mais aussi un gain écologique. La mise en place du chargeur universel devrait, selon la Commission européenne, permettre d'éviter jusqu'à 11 000 tonnes de déchets électroniques par an. Comment se débarrasser de votre vieille voiture? Il y a bien sûr la casse, mais attention aux arnaques. Si vous passez par un épaviste, certains escrocs vous proposent de racheter votre vieille guimbarde rapidement, mais sans papier agréé. Et en réalité, c'est un piège. C'est l'enquête de votre Trésor avec Adrien Cadorel et Florian Lemoyle. On les voit se multiplier au feu tricolore à l'entrée des agglomérations.
Des petites pancartes qui proposent de racheter votre véhicule hors d'usage afin de le détruire. En contactant l'un des numéros affichés, l'opération apparaît simple et rapide. Il faut savoir que la voiture quitte votre propriété, elle est broyée instantanément. Mais quand on l'interroge sur les démarches administratives à réaliser, les pavistes restent flous. Au niveau de la préfecture, de l'IMAT et de tout ça, comment ça se passe? C'est que c'est moi qui dois faire les démarches, c'est vous? Comment oui. C'est à vous d'envoyer votre papier que je vais vous fournir, ou sinon vous attendez que directement le centre de tri le fasse à votre place. Dans cet échange, les pavistes ne nous donnent aucune garantie sur la destruction immédiate de notre véhicule. Pourtant, la loi l'exige, et passer outre peut être très risqué, selon cette spécialiste du secteur. Seuls des centres de recyclage agréés ont le droit de détruire administrativement la carte grise de votre véhicule. Sans ça, vous continuerez de recevoir des amendes pour excès de vitesse. Votre véhicule peut être utilisé pour faire un casse. Les plaques peuvent être utilisées pour faire du trafic. Donc c'est vraiment très important de ne pas appeler les affichettes au feu rouge. Nous nous sommes rendus dans une case de véhicules agréés par l'État afin de comprendre quelles étaient les bonnes pratiques. Ici, plus de 2500 voitures sont traitées chaque année. Première différence avec les épavistes sauvages, chacune est identifiée et suit un processus de démontage, de recyclage et de collecte de ces liquides polluants. Notre objectif, c'est de respecter les règles de l'environnement. Quand vous cédez votre véhicule à un épaviste qui n'est pas agréé, le risque, c'est de retrouver ces polluants dans la nature. Et l'autre avantage de cette casse agréée, c'est qu'elle est gratuite. Zéro frais pour le particulier. Le transport est gratuit et les formalités administratives ne sont pas payantes. On se charge de toutes les démarches administratives. Chaque année, près de 300 000 propriétaires de véhicules emprunteraient le chemin non officiel de ces faux épavistes. 4h41 et 24 secondes, c'est le nouveau record pour un aller-retour entre Chamonix et le sommet du Mont Blanc. 4806 mètres à pied et à ski. Exploit réalisé ce samedi par un duo de Français, deux guides de montagne, Mathéo Jacquemou et Samuel Ecky. Un record battu à 2 minutes près. Jean-Christophe Batteria, Ophélie Boussadoun et Camille Fraioli. Une ascension à couper le souffle. À 4800 mètres d'altitude, c'est le sprint final vers le sommet du Mont Blanc. Allez, ça. Et vers un record, Chamonix-Mont Blanc est retour en ville au point de départ, 4h41. Bon, moi j'arrête. Moi aussi. Pour valider l'exploit, le départ doit se faire de l'église de Chamonix. Tout le matériel utilisé est emporté au départ et ramené. Ski, crampons, cordes. Après la course dans les sentiers, Allez. La neige apparaît à 1800 mètres, très bas cette année. Plus dur pour l'ascension, mais le risque est calculé. C'est plein de pièges, c'est un itinéraire crevassé, dangereux, c'est plein de pièges qu'il faut savoir appréhender. Après, on avait bien repéré, on connaissait très bien tout l'itinéraire, donc ça aide vachement. Ouais. Allez, Matt. Le guide de montagne Mathéo Jacquemou, 35 ans, et le sergent Samuel Ecky, 29 ans, sont de fins techniciens. Pour grimper, ils alternent crampons ou ski. Mais au sommet, ils n'ont qu'une minute d'avance sur le précédent record. Il va falloir tout donner dans la descente verglacée. Les pentes sont vertigineuses. J'ai fait un coup plaisir, c'est 10 minutes de descente. Là, j'ai pu lâcher les chevaux. C'était bon à skier. Depuis la première ascension, il y a 240 ans, le Mont Blanc est une aventure dont le fabuleux décor demeure inchangé. Bonjour Valérie. Bonjour Mélanie. Vous relevez le défi, 4800 mètres en moins de 4h30 Fastoche. Fastoche. On y va l'année prochaine. Okay, Paris lancé. Alors comme chaque lundi, on vous retrouve Valérie et vos bonnes ondes. Vous nous parlez d'une idée pour la France et aujourd'hui, vous nous emmenez à Toulon où vous avez découvert une bibliothèque d'objets. Mais attention, pas n'importe laquelle. Pas n'importe lesquelles. Vous connaissez le principe. Une bibliothèque d'objets, ça fonctionne comme une bibliothèque, sauf qu'au lieu d'emprunter des livres, vous empruntez des objets. Et celle-ci a une particularité, elle nous propose de tester des appareils du quotidien qui fonctionnent sans électricité, donc moins énergivores. Sophie Guillaumin et David Fossard les ont testés pour nous. Notre idée pour la France, c'est une bibliothèque d'objets, notamment d'objets low-tech.
Ici, on peut emprunter des objets du quotidien plus simples et économes qui fonctionnent grâce aux énergies renouvelables. Vous avez envie de cuire votre ratatouille au soleil ou alors de tirer votre bière pression à la force des bras? Eh bien, grâce à l'Objetech, c'est possible et sans se ruiner. Sur les hauteurs de Toulon, dans un coin de ce vaste domaine, tous les mercredis matins, on déballe de drôles d'objets. Prêts à être empruntés, ces tubes de cuisson solaire, par exemple. Qu'est-ce qu'on peut mettre là-dedans? Là, tu peux mettre tes légumes. Là, on avait fait des cookies dans celui-là. Ici, pas de haute technologie, bien au contraire, uniquement de la low-tech. C'est pas des objets avec des boutons, qui fonctionnent sur un branchement électrique. C'est des objets qu'on va facilement prendre en main. Donc le principe de la low-tech, c'est d'être plus simple, d'être accessible, d'être durable et utile. Des objets qu'on peut louer ici à la semaine, histoire de se faire une idée. Fidèle de l'Objetech, cette retraitée a opté pour un four solaire parabolique. Si tu touches l'extérieur, tu crains rien, c'est pas chaud. Par contre, si tu mets ta main au centre, là tout de suite, tu vas voir que ça monte en température. Ah oui, oui. À combien 200-250 degrés. Ah oui, quand même. Moi, j'habite un petit appartement, tout petit, mais j'ai un balcon. Et c'est plein sud. Pour 27 € la semaine, elle va donc s'essayer à la cuisine durable. Je pense qu'il faut faire des économies d'énergie. Et puis, ça m'intéresse de dépendre d'aucun système, d'utiliser le solaire. Et puis, l'aspect financier aussi peut jouer. Pour pouvoir emprunter, il faut adhérer à l'Objetech, 35 € par an. Ensuite, sur le site internet de l'association, on choisit son objet dans un catalogue, on le réserve, on paye en ligne et on vient le récupérer sur place. Le cuit-cuit, c'est ce qu'a choisi cette autre retraitée, Véronique Quéroux, un système canadien de cuisson à la vapeur. L'intérêt, c'est que tu as une seule source de chaleur sur laquelle tu vas pouvoir faire jusqu'à 3 plats. Pourquoi vous avez envie d'emprunter ça? Déjà, c'est joli. Parce que quand je l'ai vu dans le catalogue, j'ai trouvé ça joli. Et puis en plus, j'aime bien essayer différents modes de cuisson, un petit peu l'eau, justement. Après la démo et les conseils, retour à la maison, à vélo bien sûr et sans assistance électrique s'il vous plaît. La première recette choisie, du riz avec saumon, oseille du jardin et quelques tâtonnements. C'est chaud ça. 35 minutes de suspense et c'est prêt. Verdict? Alors le riz est un petit peu trop cuit, mais je pense qu'effectivement on l'a dépassé. J'ai oublié de le saler, mais sinon c'est bon, c'est cuit, moi j'aime bien. Un vrai coup de main à prendre. Ça tombe bien, Véronique a une semaine pour ça et de nombreuses recettes à essayer. C'est toujours des belles découvertes, moi je trouve. On apprend des choses, on teste. Bon, après, c'est pas toujours réussi, mais bon, on essaye et puis c'est sympa. Pour le moment, l'Objetech permet d'emprunter une vingtaine d'objets low-tech. Plus de la moitié servent à cuisiner. Ça donne envie de tester. Allez, chiche, on va essayer le cuit-cuit, nous aussi. Oui, c'est ça. Et alors, est-ce que quand on est bricoleur, on peut carrément essayer de fabriquer nous-mêmes ces appareils? Oui, mais même quand on n'est pas bricoleur, on peut y arriver. Regardez, en Ariège, Johan et Alizé organisent des ateliers itinérants. On y apprend à fabriquer des séchoirs solaires, des trancheurs, des mixeurs qui fonctionnent tous à l'huile de genou. En fait, ils sont actionnés soit par un pédalier de vélo, soit par une pédale de vieille machine à coudre. Donc, si vous avez envie de vous y mettre, ils partagent tous leurs plans sur leur site internet. Ça s'appelle Chemin de Fer, F-A-I-R-E. Oui, c'est important de le préciser. Alors, moins consommer, ça passe aussi par le partage. C'est le printemps, c'est le moment de vider nos placards. Pourquoi pas d'en faire profiter les voisins? Et ça peut être grâce à une cabane qu'on appelle une cabane à dons. Oui, et s'il n'y en a pas une déjà dans votre quartier ou dans votre village, c'est peut-être le moment de vous lancer. Regardez, celle-ci est à Canaples. Et dans cette petite commune près d'Amiens, les habitants adorent faire plaisir à leurs voisins. Dès qu'un objet ne leur sert plus, ils l'apportent dans cette cabane qui est entretenue par une quinzaine de bénévoles. Alors on y trouve un tas de choses, des vélos, de la vaisselle, des jouets, des équipements pour les bébés. Tout ça, c'est cadeau. Tout le monde peut venir se servir. C'est un lieu de partage, mais c'est aussi un lieu de rencontre auquel tous les habitants se sont
attachés. Et alors, est-ce que vous avez des solutions aussi pour ceux qui font par exemple beaucoup de routes, beaucoup de voitures? On a parlé du prix de l'essence qui augmente en ce moment. Est-ce qu'on peut trouver là aussi une façon, quelque part, de faire des économies? Ben oui, adopter les gestes de l'éco-conduite. Regardez, c'est le message qu'ont voulu faire passer ces collectionneurs hier au Mans avec une épreuve un peu spéciale. Je vous explique le principe. Vous prenez 50 motos, autant de voitures. Le moteur est branché sur un bidon d'essence qui est lui-même accroché à la fenêtre. Même quantité pour tout le monde, 5 litres pour les voitures, 2 pour les motos. À la fin de la course, eh bien, on pèse le bidon pour voir ce qui reste. Et le gagnant, c'est évidemment celui qui a le moins consommé. Ça nous incite à bien régler nos voitures, à moins appuyer sur le champignon. Hier, on était avec eux sur le circuit et on vous racontera tout ça jeudi prochain. C'est le bidon qui est accroché à la fenêtre de la voiture. Oui, c'est le bidon d'essence. Pas banal, c'est le merci. réservoir improvisé. Merci beaucoup Valérie. Est-ce que vous aimez les westerns? Bien sûr. Eh bien, regardez, dans votre 13h découverte aujourd'hui, on s'envole pour le Far West, cap sur l'une des plus belles régions des États-Unis. C'est le parc national du Bryce Canyon. C'est au sud de l'Utah. Et vous allez découvrir ces roches rouges absolument spectaculaires avec Diane Schlinger et Anto Filippi. Imaginez-vous au 19e siècle, partir à la conquête de l'Ouest. À cheval, chapeau de cow-boy sur la tête. Vous explorez les sous-bois. On est à environ 2000 mètres au-dessus de la mer. Quand tout à coup, la vue se dégage. Regardez là, vous voyez ces grands pics rocheux rougeâtres. On appelle ça des cheminées de fées. Un terme géologique pour un paysage bien féerique. Les arbres laissent place à une forêt de roches. C'est ainsi, par hasard, qu'un pionnier a découvert ce site et lui a donné son nom, Bryce Canyon. On dirait un tableau de peintre. Ça paraît immense. Et depuis, chaque visiteur a l'impression d'être privilégié, à l'image de cette infirmière de La Rochelle. C'est magnifique, c'est vraiment incroyable. C'est assez fou de sortir de la forêt et tout d'un coup de tomber sur cette énorme étendue. Ça change complètement de couleur, c'est trop canon. L'histoire raconte que ce parc était autrefois un territoire sacré pour les Amérindiens. Ils pensaient que ces pics rocheux ressemblaient à des personnes. Ils se disaient que c'était leurs ancêtres. Si vous regardez de près, vous distinguez des visages. Profilé dans le ciel bleu de l'Utah, un amphithéâtre de roches. Une gamme de couleurs à l'infini. Partition ancestrale, écrite et réécrite à travers les âges. Avant, ici, c'était un bassin d'eau entouré de montagnes. L'eau s'écoulait et charriait des sédiments qui ont formé ces rochers. Ces sédiments chargés en oxyde de fer, c'est ce qui donne ces couleurs rouges et oranges. Les plus vieux rochers datent de 35 à 50 millions d'années, mais il y a de nouvelles cheminées de fées créées tous les jours. BJ Clough est ranger. Petite, elle venait camper ici avec sa famille. Mon grand-père dit que celui-là ressemble à un point. Elle a réalisé son rêve, travailler dans ce parc national et le faire découvrir à tous. Les gens disent, mais comment il peut y avoir autant de cheminées de fées? C'est juste qu'ici, le cycle de gel et de dégel est très fréquent. L'eau s'infiltre dans les roches, gèle la nuit, ce qui érode la pierre et ça recommence encore et encore. Bryce Canyon est situé entre 2000 et 2700 mètres d'altitude. Même quand il fait chaud, il reste souvent de la neige. Et à cette altitude, y randonner, c'est accepter de souffler, transpirer, pour admirer. C'est difficile de respirer à cette altitude, mais c'est trop beau. Oui, ça vaut le coup. J'adore, c'est ma première fois ici. J'ai toujours voulu venir. Et je crois que c'est la meilleure randonnée que j'ai jamais fait. Et parmi eux, une habituée, Ashley Pollock, née juste à côté de Bryce Canyon. Ce sont ces paysages qui lui ont donné envie de devenir photographe. Chaque jour, chaque fois qu'il pleut ou qu'il neige, ça s'érode. Et ce que je vois là ne sera bientôt plus exactement pareil. Vous avez du orange et le vert qui ressort. Vous regardez à travers cette fenêtre de roche et il y a du blanc. Il y a tellement de chemins de randonnée, tellement d'endroits à regarder. On a l'impression qu'à chaque fois, c'est une nouvelle expérience.
Bryce Canyon est l'un des rares parcs nationaux américains que l'on peut observer d'en haut comme d'en bas, au plus près des cheminées de fées, pour laisser l'imagination divaguer. Là, c'est le rocher appelé la reine Victoria. On peut même deviner sa robe. Quand le soleil se couche, les roches rougeoient une dernière fois. Mais vous n'avez pas encore tout vu des secrets de Bryce. Suivez nos guides, astronomes de père en fils. Selon eux, le parc est un des meilleurs endroits au monde pour observer les étoiles. À cette altitude, l'air est plus fin, donc c'est plus transparent. On peut voir avec plus de clarté. Et français, vachement magnifique, n'est-ce pas? De vieux souvenirs de Français pour décrire un spectacle unique quand la nuit devient noire. Aucune grande ville à moins de 200 km, alors pas de pollution lumineuse. La Voie lactée d'hiver se dévoile, avec la nébuleuse d'Orion. C'est l'endroit où naissent de nombreuses étoiles. C'est un énorme nuage de gaz. Impossible pour nos caméras de filmer les astres dans une telle obscurité. Vous ne verrez donc que ces quelques photos prises ce soir-là. Il faudra venir en personne à Bryce Canyon pour avoir les étoiles plein les yeux, de jour comme de nuit. Et comme dit l'astronome, oui, c'est vachement magnifique, je suis d'accord. Fin de ce journal, merci pour votre fidélité. Tout de suite, la météo. Ce soir, à 20h, vous retrouvez Léa Salamé pour le journal. Nous, on se quitte avec cette image, une réplique d'une des caravelles qui a permis à Christophe Colomb de poser le pied en Amérique en 1492. Ce navire a fait escale à Loctudy ce week-end dans le Finistère. À demain, 13h. Retrouvez toute l'actualité en continu sur France Info Canal 16.